Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Pour ce nouveau numéro de votre émission Au-delà de l'actualité, nous sommes avec M. Norbert Yamba. Il est cadre de l'UDPS, il est consultant et panafricaniste. Avec lui, on va essayer un peu d'examiner la nouvelle gouvernance sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à l'ancien régime. Bonsoir M. Norbert Yamba. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà, ça fait pratiquement déjà 8 mois que nous avons un nouveau chef de l'État. Il y a un nouveau gouvernement qui vient en tout cas de se mettre en place. On va essayer avec vous de faire un peu l'état des lieux de la gouvernance en RD Congo et voir s'il y a changement ou pas depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tout cas est aux affaires. Avant de pouvoir entrer en profondeur de ces thématiques Norbert Yamba, on va s'intéresser d'abord à ces voyages qu'effectue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Belgique, particulièrement en Bruxelles, où il va passer, je crois, 3 ou 4 jours. Il a déjà rencontré les autorités belges, notamment le roi Philippe, le Premier ministre Charles Michel. Je ne sais pas, vous personnellement, qu'est-ce que vous attendez de la visite du chef de l'État en Belgique, qui est en tout cas la capitale de l'Union européenne? Merci vraiment pour l'invitation. Il faut dire que cette question revient à tout moment dans la bouche de gens estimant que le président de la République est en train d'effectuer parfois des voyages budgétivores, etc. Vous l'avez dit, hein, la Belgique, c'est le siège des institutions de l'Union européenne. La Belgique, c'est aussi notre partenaire par excellence, parce que bon, nous avons eu des relations de vie commune avec la Belgique pendant 80 ans. Il est très clair que lorsque le président arrive au pouvoir sur base d'une alternance, que la Belgique aussi soit liée de prédilection pour lesquelles nous devons faire et continuer à faire notre campagne de séduction. Parce que, croyez-moi, mon ami, lorsque on est dans une situation difficile, lorsqu'on est un pays problématique par excellence, on a besoin de monter des stratégies, d'abord internes, qui vous permettent véritablement de changer la situation, mais aussi on a besoin de monter des stratégies externes qui relèvent véritablement de la solidarité entre les peuples. Et dans ces cas de solidarité entre les peuples, ben écoutez, il faut y aller, il faut séduire les différents pays, il faut apporter le message. Vous savez quand même, depuis un certain moment, la Belgique n'était pas en cœur de sainteté, en odeur de sainteté avec n'est-ce pas, le Congo. Mais quand même 4 jours par exemple de séjour dans un pays étranger, c'est quand même trop pour un chef de l'État. Il manque à faire au Congo pour aller comme ça pendant 4 jours. On peut travailler. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'intelligence artificielle. La technologie a tellement développé que même quand on est en forêt, pendant 10 jours, on est capable véritablement de suivre le travail, de travailler comme si on était sur place. Le fait, par exemple, de dire que bon, je suis à Kinshasa et que c'est aussi l'indicateur pour voir si je travaille, c'est pas sérieux ça. Et bon, être en Belgique 4 jours, surtout que c'est lorsqu'on est en Belgique, on est avec pratiquement tous les pays de l'Europe, du moins qui sont au sein de l'Union européenne. Et donc, il faut travailler dur pour que, véritablement, on puisse prendre contact avec les différents pays suivant, naturellement, les besoins dont on présente. Vous avez suivi que le président n'est pas allé seul, il est accompagné des opérateurs économiques. Donc ce n'est pas en un jour ou à 2 jours que vous puissiez séduire, publiciter les richesses de la République. Bon, nous savons par exemple que sous le régime Kabila, la Belgique et la RD Congo ont eu vraiment en tout cas beaucoup de difficultés pour pouvoir collaborer, pour pouvoir coopérer. Est-ce que cette visite-là peut permettre de dégeler les relations tendues entre les 2 pays? Par exemple, on a même noté par exemple la signature des mémorandums d'entente, notamment pour la reprise de la coopération militaire entre les 2 pays. Donc on peut vraiment s'attendre à ce que les casses que l'ancien régime avait commis puissent être réparées par le régime. Aujourd'hui, mon ami, on n'a pas, n'est-ce pas, droit à l'erreur. Vous savez que le président de la République a commencé d'abord par faire des voyages dans la sous-région,
à l'est, au sud, à l'ouest, etc. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est que lorsque on est en situation difficile, lorsque on vient au niveau d'une alternance pacifique, civilisée, il est important d'apporter le message pour dire que ce que vous avez peut-être constaté hier, ça ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui. Il faut garantir, il faut rassurer les gens, etc. Et donc, nous avons intérêt, sincèrement, pour les cas qui concernent notre pays, en tout cas, nous avons intérêt que nous puissions, reprendre contact avec nos partenaires stratégiques, discuter avec eux sur des thématiques qui intéressent notre pays, et surtout, reprendre la coopération, parce qu'au travers de la coopération qu'on peut poser véritablement des actes qui permettent au pays. Bon, vous êtes du parti au pouvoir, donc l'UDPS. Vous dites que le message que le chef d'État devrait amener aux partenaires belges, dire que le pays a changé. Vous, personnellement, qu'est-ce qui a changé entre depuis le 24 janvier 2019 que Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans la gouvernance? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Vous êtes journaliste et vous êtes un professionnel de médias. Vous êtes mieux placé que moi pour bien maîtriser les méthodes d'investigation qui vous permettent de consolider une conviction autour d'un problème bien déterminé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a, depuis tous ces temps, la question de la sécurité, par exemple, à l'Est, vous avez vu comment le président de la République a séduit tous les pays frontaliers qui étaient du reste impliqués véritablement dans ce conflit qui ne s'arrête pas, etc. Et donc de pouvoir participer ensemble à une sorte d'intelligence collective pour qu'on puisse arrêter ou dédramatiser cette situation de l'Est. Et je crois que cette situation est en train de donner des solutions. On est en train véritablement d'évoluer graduellement. Mais malheureusement, Norbert, sur terrain, vous dites qu'il a rencontré les dirigeants des pays voisins pour essayer d'harmoniser avec eux, voir dans quelle mesure ils peuvent en tout cas contribuer à la reprise de la sécurité à l'est du pays. Mais on constate que depuis sa prise de pouvoir, la situation ne fait que s'empirer. Les tueries continuent, que les gens en tout cas de l'est ne sont toujours pas sécurisés. Pourtant, lui-même avait promis d'installer même son quartier général à l'Est pour suivre de près des combats contre l'insécurité. Si je m'excuse beaucoup. Ne partez pas avec moi trop rapidement pour que je donne des raisonnements ou des déclarations mathématiques et mécaniques. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes intellectuels, nous sommes sur intérêt d'appréciation et d'évaluation. Il va falloir que nous puissions d'abord présenter ce qui a existé avant et présenter ce qui existe aujourd'hui. Il me semble que les tueries que vous parlez sont des tueries qui sont devenues véritablement endémiques à l'Est de la République. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il me semble en termes de taux de ces tueries, ça a diminué. Il y a des périodes où on ne ressent pas ça. Mais nous suivons, il y a des attaques sporadiques. Les comptes rendus des médias, chaque jour qui passe, il y a des théories, mais je vous dis que lequel est le volume? Parce que pour apprécier quelque chose ou dire que la situation est en recul, c'est de savoir comparer ce qui existait et ce qui existe aujourd'hui pour dégager véritablement des écarts. Est-ce que la situation antérieure est mieux que la situation d'aujourd'hui? Ça, c'est la question questionnante. Mais si on répond à cette question, on peut bien dire en fait que l'insécurité d'hier, aujourd'hui, beaucoup de ces rebelles, beaucoup de ces bandes armées sont en train véritablement d'avoir la panique sur le terrain. Simplement parce que le discours du président de la République, c'est de dire, c'est pas à nos voisins, parce qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie, leur dire et leur rassurer que nous avons intérêt véritablement à construire une dynamique autour de la création des États-Unis d'Afrique. Et donc nous avons intérêt finalement, lorsqu'on est des voisins, que nous puissions mettre en place ce que nous appelons des projets fédérateurs, des projets intégrateurs, qui permettent aux différents pays de pouvoir bénéficier des dividendes. Et je crois que ce message-là est en train d'être entendu. Je vois la volonté du Rwanda, la volonté du Burundi, la volonté de l'Ouganda, de l'Angola, etc., de se retrouver, Congo-Brazzaville, etc. Et ils discutent, ils lèvent des options ensemble. C'est déjà un pas bon, c'était déjà un bon bonissement. Mais alors maintenant,
En dehors de cela, s'il vous plaît. Bon, sur place, si on peut quitter l'Est du pays, sur place à Kinshasa, par exemple, le phénomène Koulouna est en train de prendre de l'ampleur. Mais écoute, pire que même ce que nous avons vécu par le passé. Ça, vous ne le vivez pas, vous n'aurez à ma vie. Ça, je voudrais le phénomène Koulouna, les enlèvements dans les véhicules de transport en commun, les phénomènes de coupeurs de route dans la route, sur la route des Bas-Congo, par exemple. Je voudrais vous dire que je suis de la génération des gens qui sont formés pour faire des vraies évaluations rationnelles à l'échelle nationale, provinciale et locale. Et lorsque vous parlez de Koulouna à Kinshasa, c'est comme qui dirait qu'avec les 8 mois, le président actuel a amené des Koulouna. Oh, c'est une situation endémique, une crise systémique qui véritablement a duré. Simplement parce que la préoccupation des régimes précédents n'a pas été véritablement de s'occuper des parents. Et les parents n'étaient pas en mesure de s'occuper de leurs enfants. C'est comme ça qu'on retrouve sur le terrain beaucoup d'enfants en situation de détresse. Et donc, le président de la République arrive dans les 6 mois, 8 mois. Il est en train de mettre en place, vous savez, un système de réintégration, de socialisation des enfants. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Parlement. Il y a une rubrique essentiellement destinée à l'intégration des jeunes. Vous avez suivi toujours au Parlement. Et même dans les déclarations du président de la République, les processus de mise en place d'un programme qui véritablement devra encourager, renforcer, appuyer l'entrepreneuriat dans notre pays et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Vous avez suivi combien le président de la République accorde de l'intérêt et, n'est-ce pas, de l'espoir pour la jeunesse de notre pays. Et donc, aujourd'hui plus que jamais, s'il y a des cas qui montrent très clairement qu'il y a la criminalité, simplement parce que les gens sont mal encadrés, en tout état de cause, il faut leur donner du travail. Et pour leur donner du travail, il faut créer des entreprises. Et pour créer des entreprises, il faut avoir des hommes et des femmes qui ont des projets bancables. Et le président dit, oui, vous pouvez avoir un projet, mais il faut avoir de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un fonds de garantie. Et ce fonds est en train d'être mis en place. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre de la BAD, qui a organisé pour mettre en place un projet, un programme de développement communautaire. Et c'est là justement pour soutenir la jeunesse. Ceux qui auront des projets bancables, ceux qui auront à produire des richesses, ceux qui auront à résorber le chômage, de recevoir des moyens, dans la perspective de pouvoir produire des richesses, ben, engager aussi d'autres jeunes et permettre à ce que véritablement ces phénomènes soient dédramatisés. Bon, donc, excusez, okay. On ne peut pas d'un coup de gueule mégaphoné, on ne peut pas, sur base d'une déclaration, soit-elle incantatoire, décréter aujourd'hui la reine de Koulouna. Ben, il faut prendre des décisions, il faut mettre en place des stratégies innovantes. Et nous sommes dans ce processus de pouvoir socialiser, intégrer, mais il faut leur trouver du travail. Et là, vous avez aussi, je crois, pensé au-delà du fait qu'il faut leur trouver du travail, de pouvoir aussi, par exemple, procéder à un lavage de cerveau auprès de ces jeunes Koulouna ou de ces jeunes délinquants qui sont stimulés par la consommation, par exemple, de l'alcool, des drogues fortes, tout ça. Quand on parle de la socialisation pose un problème au niveau de la sensibilisation, de la déprogrammation mentale et de la réinsertion sociale. C'est cela. Et donc, le travail qui est fait aujourd'hui, c'est un travail très méthodique, c'est un travail d'innovation. Ce n'est pas un travail incantatoire. Nous ne sommes plus dans un débat de quartier. Ok, on va avoir peut-être l'occasion prochainement de parler spécifiquement sur cette question des luttes contre les phénomènes de Koulouna et d'autres réformes en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai suivi quand même, il y a eu des propositions même au Parlement pour que même le service national soit remis en selle et tout cela va aider. Nous parlions de la nouvelle gouvernance, on s'interrogeait qu'est-ce qui a changé depuis l'accession au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État. On prend maintenant les cas de la liberté d'expression, on a quand même noté aussi certains journalistes arrêtés, certains médias même pris à partie dans l'arrière-pays. Et on note par exemple aussi un acteur politique, un ancien journaliste, Mike Moukeba Nkosso, qui est présentement aux arrêts. On dit que c'est à cause de ces critiques acerbes contre le nouveau régime. Non, mais il faut arrêter ce type de conneries, quoi. Qui frise, ne sais pas quoi, là. Donc, je m'excuse beaucoup. Encore une fois, je reviens dans mon domaine d'évaluation, d'évaluateur. Lorsque vous voulez faire une évaluation pour apprécier la performance d'une situation,
il faut pas y avoir des émotions toxiques. Vous parlez de la liberté d'expression, vous parlez de la liberté d'action, etc. Mais maintenant, là, il faut savoir comparer des compartiments. Le premier compartiment porte sur la situation antérieure, avec le régime précédent. Et le deuxième compartiment porte sur le régime actuel. Alors maintenant, on s'est dit, par rapport au régime précédent, il y a eu combien de cas d'arrestation politicienne? Il y a eu combien de cas de violation de liberté individuelle? On devrait avoir zéro, en tout cas d'arrestation. Il n'y en a pas. Politicienne sous le nouveau régime. Il faut toujours travailler pour construire une dynamique vers le zéro. Mais le zéro ne s'enterre pas. Parce qu'il peut y avoir des cas où des hommes posent des actes incontrôlés, quelle que soit l'existence de la loi. Donc, la quantité zéro ne peut pas s'exprimer de cette manière-là. Et pour les cas Moukébaï, par exemple? Oui, Moukébaï, c'est un cas. Je ne suis pas d'accord que Moukébaï soit victimisé. Mais je ne suis pas non plus d'accord que vous puissiez prendre les cas de Moukébaï et généraliser, tirer des conclusions non concluantes. Tout en sachant qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a eu autant de politiciens de l'opposition qui étaient en prison et qui ont été libérés. Il y a eu, des opposants, pas le moindre, des acteurs majeurs de la République, mais qui étaient à l'extérieur, qui sont revenus et qui circulent librement. Il y a eu des journalistes qui ont été arrêtés, des activistes de droits de l'homme qui ont été arrêtés, libérés, et qui en longueur de journée sont en train de critiquer le président, parfois de manière sauvage. Mais il accepte, il sait gérer tout ça. Il comprend que lui, il a la responsabilité de gérer les médiocres et les bons. Voyez, alors le cas Moukébaï, c'est un cas spécial que tout le monde déplore. Parce que pourtant, le chef d'État lui-même avait dit que personne, en tout cas, ne pourra pas aller en prison s'il est critiqué. Non, il ne doit pas aussi non plus remplacer les courriers tribunaux. C'est très important, il y a une répartition des compétences, il y a une partition de rôles. C'est ça, mettre en place un système de surveillance mutuelle. Le président a ses prérogatives, les cours et tribunaux ont leurs prérogatives. Si le président commence à décider à la place des cours et tribunaux, à ce moment-là, ça sera la dictature. Et vous serez le premier à dire qu'il revient de rééditer, n'est-ce pas, la dictature dans nos pays. Et donc, on a intérêt, sincèrement, de laisser à chaque compartiment de jouer sa partition. Mais on ne va pas accepter, en tant que garant, il pourra intervenir. Lorsqu'il estime qu'il y a un dérapage en tant que magistrat suprême, il peut prendre des dispositions qui relèvent véritablement de ses compétences, selon les dispositions constitutionnelles. Cela, donc, quand on arrête un enfant en train de voler, etc., parce qu'on l'amène en prison, on dit non. Tu sais qu'il a dit, on ne va plus arrêter les gens. Mais arrêtez! Quelle est cette société aussi saine que la nôtre? Nous avons intérêt véritablement, pour des raisons de dérapage, d'inculquer les gens. Il faudrait que quand quelqu'un va en prison, qu'il soit transformés. Beaucoup de nos compatriotes ont été en prison, mais ils sont revenus, ils se comportent de la même manière. Ce n'est pas normal. Et lorsque vous assumez le rôle d'un homme politique, il faut de temps en temps, n'est-ce pas, comprendre que vous êtes le modèle de modèle référentiel et qu'en tout état de cause, vous pouvez vous respecter. Je sais que Marc Moukébaï, je l'ai toujours considéré comme étant un mal nécessaire. Dans un environnement où le vol, le viol, n'est-ce pas, trop de roublards, trop de profiteurs, on a besoin de quelqu'un qui peut hausser le ton et pouvoir dissuader les autres de ne pas poser des actes incontrôlés. Ça, on en a besoin. Mais lui aussi doit prendre conscience que lui devient la sincère, lui a un rôle à jouer. Et qu'en tout état de cause, il doit mettre son intelligence, c'est pas, au devant de la scène, au lieu d'utiliser, c'est pas, des stratégies qui permettent véritablement de créer des problèmes. Il faudrait qu'on lui trouve sans problème. Vous voyez, alors maintenant, si il passe au devant de la scène et il veut avoir des problèmes avec tout le monde, oui bien, Jean Romance, même quand vous avez une femme, vous la renvoyez, vous prenez une deuxième, vous la renvoyez, vous prenez une troisième, vous la renvoyez. Quand vous renvoyez la quatrième, les gens vont dire, en tout cas, même s'il avait raison, cet homme a un problème. On ne peut pas avoir des problèmes avec tout le monde. Si je vous comprends très bien, donc le fautif c'est Marc Moukébaï. Non, mais écoutez, je ne suis pas juge, je suis pas juge. On le saura. Ce que je sais, c'est qu'il a posé un acte et puis il est poursuivi. Mais ce que je voudrais demander, c'est que... Mais il pouvait aussi quand même... cette action judiciaire pouvait aussi se faire en laissant par exemple le Moukébaï libre on les saura, de ses mouvements. On les saura et on se prononcera le moment venu. Okay. Ce que nous souhaitons, et tous ceux qui se déclarent être proches du président de la République, ils doivent travailler de telle sorte que on puisse préserver l'image du président de la République. Nous avons des troubadours
nous avons des roublards. Ils sont nombreux dans notre pays. Mais nous n'allons pas utiliser le service ou qui que ce soit, justement, pour punir tel ou tel, au risque de faire croire que le président est impliqué dans cette situation. On va commencer à dire tel n'a pas un passeport, c'est Tshisekedi, tel a insulté quelqu'un, on l'a arrêté, c'est Tshisekedi. Mais écoute, arrêtez. Le président ne peut pas descendre jusqu'à ces niveaux. Ok, Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, consultant et panafricaniste, on est toujours en train avec vous d'examiner un peu les changements dont tout le monde attend, en tout cas dans ces pays, comment ça se négocie, comment ça se passe sur le terrain. Mais par exemple, sur le plan de la gestion des finances publiques, il y a des problèmes. Vous savez, par exemple, dans le cadre des programmes de 100 jours, beaucoup d'observateurs, beaucoup de compatriotes déplorent le fait que certains marchés, des constructions des routes, des sauts des moutons, ont été passés en tout cas de gré à gré, sans passer par un appel d'offres. Il y a aussi cette fameuse affaire qui ferait la chronique de 15 millions de dollars, en tout cas, portés disparus. Et la présidente de la République, en tout cas, est pointée du doigt dans ce dossier. Cher ami journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez déjà lu les contrats gré à gré. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur un contrat de ce genre. Nous sommes dans un programme de 100 jours. Celui qui vous parle, c'est un spécialiste de passation de marché public. Quand on est en 100 jours, c'est la durée d'examen de l'appel d'offres. De l'appel d'offres. C'est très important. Et donc, on va y aller et on met ça sur le net, on diffuse et on commence à faire chaque entreprise arrive à soumissionner. Et pendant 33 mois, donc 90 jours, il y a possibilité d'analyser les différents soumissionnements et de proclamer qui gagne le marché. Et vous serez déjà 4 mois. Et alors maintenant, quand vous avez la personne qui gagne le marché, il faut qu'il commande le matériel. S'il le faisait par exemple à Chine, on va prendre probablement 2 mois. Et donc le temps que ça soit commandé, le temps que le matériel arrive, vous serez déjà 7 mois. Alors maintenant, si dans l'hypothèse... Ça veut dire quoi? Cette loi-là est inadaptée, ces dispositions-là? Non, mais c'est un programme. C'est comme ça que le contrat gré à gré existe. On doit l'étudier, on doit étudier les circonstances, on doit savoir à quel moment on peut. C'est une exception, c'est vrai. En tant qu'exception, parce que la durée du contrat... Chez nous, ça devient la règle. Non, mais ce n'est pas la règle. Nous disons que c'est 100 jours. C'est ça, en fait. C'est 100 jours. Et dans les 100 jours, si l'on utilise, n'est-ce pas, le contrat par adjudication, où l'appel d'offres doit être déposé pendant 3 mois pour donner la possibilité aux uns et aux autres de savoir qu'il y a un appel d'offres. Et puis, le temps d'analyser, le temps de commander le matériel, le temps de rendre opérationnel véritablement le projet, ça va prendre combien de temps? Alors maintenant, ici, on s'est dit, à 100 jours, on sera évalué. Voilà les indicateurs de vérification. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a une opportunité qui nous offre la loi, laquelle le contrat gré à gré. Choisissons sur base de comparaison des spécificités techniques de chaque entreprise, laquelle est capable. Ce n'est pas gré à gré, on vient à la maison, on prend n'importe qui. Non! On voit la liste des entreprises qui sont capables de faire le travail. Mais on prend aussi qu'il y a des entreprises qui ont été créées rien que pour les besoins de la cause. Non, ah bon, voilà. Ça a toujours été ainsi, mais il faut pas adapter, photographier cette situation par rapport à la situation d'aujourd'hui. J'ai entendu des forests. Et vous savez que ces infrastructures se font sous la houlette, par exemple, de nos services publics, comme l'office des routes, comme la voirie urbaine, etc. Et donc, on ne peut pas, même à l'analyse seulement, n'est-ce pas, du portrait de l'entreprise qui soumissionne, on peut voir quelles sont ses prestations, quelle est la qualité de ses prestations, même des photos de construction qu'elle a réalisées, etc. Et il y a une équipe qui se réunit. L'équipe qui est composée, par exemple... Excusez, c'est très important. L'équipe qui est composée des experts, des services techniques de l'État. Et donc, sur base d'une analyse des différents dossiers reçus, on dit non, nous prenons telle entreprise, parce que cette entreprise a d'abord la liquidité, cette entreprise a une expérience grandissante, cette entreprise a réalisé des choses performantes, etc. Et on décide, là le président de la République qui n'est pas là, ce sont des services et des experts techniques
publics qui font véritablement ce travail-là. Et donc, moi, je voudrais sincèrement, l'intellectuel, l'élite politique, l'élite intellectuelle, l'élite médiatique, ayons un sang-froid, sortons des émotions toxiques. Lorsque vous n'avez pas encore analysé les dossiers... C'est pour les 15 millions de dollars qui défraient la chronique. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit des 15 millions? Vous avez lu le rapport? À qui la primaire a été réservée? On apprend aussi par exemple que l'IGF a été empêché de vous êtes des journalistes d'investigation, vous n'avez pas le rapport. Vous avez le rapport de l'inspection générale des finances? Vous l'avez lu? J'ai lu le compte rendu sur ce dossier. Voilà, les comptes rendus. Attention, il faut aller jusqu'au niveau du rapport. Il y a des nuances au niveau de l'approche. Et moi, comme scientifique, expert, consultant, en ramification internationale, je ne peux pas prendre position par rapport à cette question. Pour maintenant, par exemple, c'est un peu de laver l'image de la présidente de la République sur ces genres de dossiers. Qu'est-ce qui doit être fait? Eh bien, écoute, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a les structures de dissuasion sont intéressées par rapport à la question. Mais le fait de connaître un péché à l'IGF de continuer ces enquêtes, ça a même pesé. Il n'y a pas que l'inspection générale des finances. Si l'inspection générale des finances en produit un rapport, et ces rapports peuvent, s'il estime qu'il y a des griefs qui sont consommés en charge de telle ou telle personne, etc., et puis il y a des services qui sont concernés et qui ont compétence véritablement. Voilà, il y a aussi, on est en train pratiquement de finir Norbert Yamba de l'UDPS et consultant panafricaniste, le leadership de l'UDPS qui impose à ce membre du gouvernement 70 postes en tout cas de membres des cabinets ministériels et aussi 10% à verser en tout cas dans les caisses du parti au pouvoir du chef de l'État jusqu'au bas de l'échelon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Un parti politique, c'est une entreprise. Un parti politique, c'est une organisation. Cette organisation a des actionnaires. Vous avez le militant qui... Et donc, puiser dans ce que l'État paye... Je m'excuse beaucoup. Il y a des actionnaires. Et les actionnaires, ce sont les militants, les combattants. Et les combattants, il y a aussi des cadres du parti qui ont des responsabilités au nom du parti dans des institutions de la République. Écoutez, si nous voulons aujourd'hui que nous puissions être implantés sur l'ensemble du territoire national, mais il faut avoir l'argent. Mais d'où va venir cet argent? Mais ce sont des cotisations. Mais ce ne sont pas les ministères de l'UDPS, c'est les ministères du gouvernement de la République. Non, ce ne sont pas les ministères. Tous les Congolais peuvent en tout cas y figurer comme membres des cabinets. Je voudrais simplement vous dire que ce ne sont pas des ministères qui payent. Quand c'est Yamba qui est responsable d'un ministère, Yamba, en tant qu'individu, il fait partie de l'UDPS. En tant que tel, s'il représente l'UDPS, il doit donner au moins 10% de ses émoluments. Ce n'est pas le ministère qui paye, c'est Yamba parce que c'est un actionnaire de l'UDPS et l'UDPS lui a responsabilisé. L'UDPS doit vivre en tant qu'institution, en tant que tel. Il faut donner 10%. Ça, c'est une demande normale pour un pays qui se respecte. Est-ce qu'un cadre de l'UDPS qui travaillerait dans une entreprise privée, on pourra par exemple lui imposer les fameux 10%? Et nous avons vécu comment? Nous avons vécu comment? Pendant 37 ans. Mais ce sont ces hommes que vous voyez là, qui cotisaient de l'argent. Même le plus petit militant à la base cotise l'argent. Vous avez suivi combien de francs nous avons payé? $1 pour la campagne du président. Et pourquoi le chef de l'État doit cotiser aussi 10% de son salaire? Le président de la République. Le chef de l'État, tout le monde, il a été élu par tous les Congolais. Il n'est pas le chef de l'État. Là, ça devient un débat de bas étage. S'il te plaît, comment pouvez-vous refuser à quelqu'un qui a été élu et qui a été président d'un parti politique? Et lorsqu'il fait un travail, hier, il contribuait. Aujourd'hui, il est président de la République. Peut-être qu'il a un peu plus de moyens. Et lorsqu'il faut se souvenir pour donner un peu d'argent, c'est pas dans la caisse du parti de manière que le parti puisse bien fonctionner, vous dites non, il a été élu par tout le monde. Bon, si c'est ça vraiment le raisonnement, on finit et votre en tout cas réaction, votre commentaire sur cette phrase de Jean-Pierre Lissanga Bonganga, ancien membre du gouvernement de Bruno Tshibala, qui a maintenant en tout cas repris sa place dans l'opposition. Il y a 3 présidents en RD Congo. Dixit Jean-Pierre Lissanga Bonganga, un président nommé qui n'a aucun pouvoir, un président élu empêché d'exercer le pouvoir et un ancien président qui tient l'impérium du pouvoir. Votre commentaire et nous bouclons la boucle. Je suis désolé, je suis inquiet que Jean-Pierre Lissanga me pardonne. Mais j'ai horreur. C'est mon frère à moi. J'ai horreur car il se comporte comme ça. Si c'est ça, sa méthodologie de travail pour apparaître avec des déclarations incantatoires, après avoir commis des erreurs graves, qui frisent une sorte d'adolescence retardée. Je suis désolé.
Je suis désolé quand je l'écoute parler. Moi, je dis, mais comment mon frère ne se gêne même pas? Hier, il était du RASSOP. Hier, il est parti. Et il donnait l'impression d'être véritablement tshisekidiste. Et ils sont allés. On leur a donné des responsabilités. Aujourd'hui, il revient, après avoir appelé Félix Tshisekedi président de la République, maintenant à côté, il faut ressortir avec un nouveau langage. Et c'est ça être véritablement politique, et c'est ça être animal politique, et c'est ça avoir l'intelligence politique. C'est cela, le pays va disparaître. Si vous aviez véritablement le modèle et l'échantillon d'hommes politiques comme lui, eh bien, écoute, c'est fini, ça sera la fin de la fin. Donc moi j'ai horreur, et je le conseille sincèrement. Il y a moyen de faire autrement les choses. Je suis au courant. Il y a moyen de faire autrement les choses. Il y a moyen d'être, se respecter. Il y a moyen de construire une dignité autour de soi. Vous pouvez avoir l'argent, on peut vous appeler excellence, mais vous ne représentez rien. Mais cette déclaration-là a été applaudie par beaucoup de monde, Norbert Yamba. Oui, c'est parce qu'on est dans les incantations, on est dans les débats de quartier, on n'est pas dans les débats de prospérité. Parce que si on était dans les débats de prospérité, on analyserait le profit de tout un chacun. On verrait qui est qui et qui peut assumer des responsabilités. Alors lorsque quelqu'un qui parle avec autant d'émotions, dans un système de pourriture intrinsèque, et donc les gens applaudissent, mais ils croient qu'on l'applaudit. Merci beaucoup Norbert Yamba. C'est par ici en tout cas que nous bouclons notre émission. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous est pris prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Et dans l'entretemps, restez branchés sur le programme de votre chaîne Canal de Congo Télévision sur TNT. Merci bien. Merci pour m'avoir invité. Okay.